Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler ciné dans un culture porn. Et on va commencer très fort parce qu'on va parler d'un type que je trouve complètement génial, Quentin Dupieux. Quentin Dupieux, ou Monsieur Oiseau, est né en 14 post-Claudius Natum, alors que JC avait sûrement déjà désossé une quarantaine d'extrémistes tchécoslovaques. Il s'est fait connaître du grand public 25 ans plus tard avec le titre Flat Beat. Car avant d'être un cinéaste, Dupieux c'est un compositeur. Il a composé majoritairement de l'électro sous le pseudonyme de Monsieur Oiseau. Daft Punk, ses potes Kavinsky et Sébastien Tellier et lui-même sont les meilleurs représentants de ce qu'on qualifie de French Touch, terme assez vague qui semble s'apparenter à de la house avec une pointe de sample des années 80. Les mecs font ça depuis 20 ans, donc je trouve ça assez marrant que ces années-là soient à la mode actuellement. Enfin bref, après quelques clips pour Laurent Garnier, qui est vraiment le mec qui a lancé la French Touch, mais à chaque fois tu casses la guitare trop tôt. On a répété pourtant. Moi je casse la caisse claire avec ma tête en premier et toi juste après tu casses la guitare. C'est pas compliqué quand même. Ouais, mais je me suis emporté, c'est à cause d'hier, j'ai bu une bière quoi. Ouais mais c'est pas du sérieux ça. Dupieux réalise son premier métrage, un moyen métrage. Parce que, quitte à faire un film, autant prendre le format le moins courant. Et ce film, c'est non-film. Et que dire à part que c'est super cool. Non-film, c'est l'histoire de Pat, interprétée par Vincent Kavinsky Belorget, qui se réveille à l'arrière d'une voiture et qui, en sortant, fait face à une équipe de tournage. Il se verra d'abord contraint de participer au film, puis y prendra goût et restera en y partageant la vedette avec Sébastien Tellier dans un rôle délicieux. Oui, et donc à un moment, en fait, je sais plus trop ce qui se passe, mais mon personnage décide de partir à jamais. Et finalement, il revient. Le seul problème, c'est que personne n'a l'air de vraiment savoir ce que le film raconte et ce qu'est le film. Je vous cache pas que c'est très compliqué d'en parler, tellement Dupieux brouille les pistes. Mais en gros, ce qui est génial, c'est que ce film nous force à essayer de piger ce qu'il veut dire. On se demande sans cesse qu'est-ce qui fait partie de la fiction, qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie, est-ce que ce que je vois est une caméra intradiégétique ou extradiégétique? Vous vous rappelez, hein? Intradiégétique, les personnages ont conscience de la présence de la caméra, et extradiégétique, seulement le spectateur. Et ce qui est assez génial, c'est que toute cette recherche et ce questionnement nous met dans une position de spectateur actif. On remet en question tout ce qu'on voit. Mais paradoxalement, même si c'est un film très méta, qui peut facilement passer pour une simple blague de cinéphile à cinéphile, parce qu'on a quand même 45 minutes de branlette sur ce qu'est une œuvre filmique, ben, ça reste touchant. Est-ce qu'il y aura un film ? En tout cas, moi, ça m'a touché. Et je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que je garde des cartouches pour la fin de la vidéo, et comme ça, vous êtes pas trop spoilés. D'ailleurs, il est sur YouTube, juste ici. Bon, il est en 360p, mais la copie originale doit pas être beaucoup plus clean, donc je pense que ça doit pas gâcher le visionnage. Donc, 45 minutes, réflexion sur le cinéma et l'interprétation de la réalité. N'hésitez pas, allez le voir. Il enchaînera sur Steak, un drame avec Eric et Ramsey. Oui. Projet qui, selon ces derniers, devait être réalisé par un cinéaste français qui est parti aux États-Unis plus ou moins à cette période et qui connaît bien Dupieux. Moi je mise sur Michel Gondry, mais j'ai rien vu d'officiel là-dessus, donc prenez pas ça comme argent comptant. Steak raconte l'histoire de Blaise, qui, après avoir été interné dans un hôpital psychiatrique pendant 7 ans, pour un crime commis par son ami Georges, doit se réinsérer dans une société qui a changé du tout au tout. Oui, en 2016, tout est différent. Les gens s'habillent différemment, la chirurgie esthétique est devenue un prérequis pour être cool, et tout le monde écoute de l'électro expérimental. Georges, de son côté, essaye désespérément de s'intégrer dans le gang qu'il a fraîchement rejoint, les Shivers. Shivers. Je trouve ce film génial, et ce malgré le fait que ce soit un échec assez retentissant. Il s'est pas mal fait cracher dessus à l'époque, mais certaines critiques l'ont quand même défendu, et ça c'est cool. Parce que si ce film est un échec, c'est à cause de sa communication juste catastrophique. Vous pouvez aller voir les bandes annonces, elles montrent tous les gags visuels du film. Il a été vendu comme une comédie, alors que finalement c'est un drame assez dérangeant. Ça ne l'empêche pas de contenir quelques blagues. Le dernier arrivé est fan de Phil Collins. Mais c'est absolument pas le but premier du film. Rien que la mise en scène a dû faire péter les plombs à pas mal de spectateurs. On a des plans qui durent 5 minutes.
Et la petite touche années 80 est aussi présente que dans sa musique. En témoignent ses zooms très lents et ses plans à longue focale. Tu montres ça à n'importe quel gosse, évidemment qu'il se fait chier. Et si en plus t'as une ambiance malsaine par-dessus, c'est assez évident que Papa Michel, Maman Mireille et les 3 petits Kevin y trouveront pas leur compte. Il s'est trop vite fait cataloguer à mon goût ce film. Et c'est dommage parce qu'il aborde des sujets vraiment graves et de manière assez juste. Comme le harcèlement scolaire, la frustration, le déni, la volonté d'appartenir à un groupe ou encore le rapport à l'apparence. Tout en amenant une vraie réflexion sur le changement d'une société. Je trouve ça assez fou de voir à quel point l'univers du film est crédible. Mais c'est surtout parce qu'il est à peine plus absurde que le nôtre. C'est un film très intéressant que je recommande à tout le monde, même si je ne pense pas que c'est celui qui représente le mieux le cinéma de Dupieux. Principalement à cause de tout ce qu'il emprunte à Orange Mécanique. Le gang avec son code vestimentaire, qui boit du lait coupé à on ne sait quoi, et qui aime bien casser des gueules à l'occasion, c'est un peu gros. Même si ça prend sens dans le reste de sa filmographie. Mais ça, on y reviendra plus tard. Regardez-le, c'est sûrement son film le plus accessible, mais c'est aussi parce que c'est celui qui va le moins loin. C'est pas un film qui remet en question le concept de réalité ou d'œuvre filmique comme non-film, mais plutôt un film qui pose des questions sur des sujets très actuels. En plus, il raconte une histoire cool, c'est bien filmé, Eric et Ramsey sont surprenamment bons, et le ton absurde colle assez bien à leur style. C'est pour ça que maintenant, il faut que je marche seul. Je peux plus traîner avec toi, tu comprends? Toi, tu crains. Toi, tu crains à mort, même. Tu crains à l'infini. Qu'est-ce que tu sous-entends par tu crains à l'infini? Toi, tu crains à l'infini, toi, tu crains à mort. Je sais pas trop si Dupieux aime son film avec le recul qu'il a aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a pas trop aimé traiter avec les studios français à l'époque. Parce que pour son prochain film, il est parti aux États-Unis, faire dans l'indépendant. Il fera 3 films sous ce mode de production. Ces 3 films sont Rubber, Wrong et Wrong Cops. Et quand je dis indépendant, c'est pas indépendant à moitié. Pas comme Little Miss Sunshine ou quoi, non. Le premier est tourné avec 2 appareils comme le mien en 2 semaines. Rubber, c'est l'histoire d'un pneu qui tue. C'est un film assez étrange. Déjà parce qu'au tout début du film, on a ce mec qui vient nous dire ça, en s'adressant à la caméra. In the Steven Spielberg movie E.T., why is the alien brown? No reason. In Love Story, why did the 2 characters fall madly in love with each other? No reason. In Oliver Stone's JFK, why is the president suddenly assassinated by some stranger? No reason. In the excellent Chainsaw Massacre by Tobe Hooper, why don't we ever see the characters go to the bathroom or wash their hands like people do in real life? Absolutely no reason. Worse, in The Pianist by Polanski, how come this guy has to hide and live like a bum when he plays the piano so well? Once again, the answer is no reason. I could go on for hours with more examples. The list is endless. You probably never gave it a thought. But all great films, without exception, contain an important element of no reason. And you know why? Because life itself is filled with no reason. Why can't we see the air all around us? No reason. Why are we always thinking? No reason. Why do some people love sausages and other people hate sausages? No fucking reason. Come on, don't waste your time explaining that garbage. Let's go. Just a minute, let me finish. Ladies, gentlemen, the film you are about to see today is an homage to the no reason. That most powerful element of style. Finalement, on se rend compte que non, il ne s'adressait pas à la caméra, mais à ces gens, qui seront les spectateurs du film. Film qu'il regarde à plusieurs centaines de mètres, avec des jumelles. Si l'intrigue principale est cool à suivre, parce que pas courante, contrairement à ce que mec nous a dit, elle n'est pas totalement insensée. Pratiquement toutes les actions du pneu sont justifiées. S'il tue,
c'est parce qu'il a vu les humains brûler des centaines de pneus ou qu'il est frustré sexuellement. C'est surtout l'intrigue externe aux pneus qui est la plus intéressante. Parce que, comme non-film, elle place le spectateur dans une position inconfortable. Déjà parce qu'en début de film, Dupieux nous englobe, nous, les spectateurs derrière notre écran, avec les spectateurs qui sont dans le désert. Donc, quand on les voit partir en couille pour une dinde ou être des enfoirés les uns avec les autres, il nous englobe dans ce groupe hétéroclite et dysfonctionnel qu'est une audience. Et je pense que c'était un peu cathartique pour lui de filmer ça, parce qu'il nous montre à peu près toutes les réactions que peut avoir un spectateur devant un de ses films, ou devant un film tout court. Le mec relou qui se tait pas pendant la séance et qui a décidé qu'il aimerait pas le film, les gens qui le comprennent pas, ou ceux qui veulent du cul. Il les renvoie tous à ce qu'ils ont de plus animal. Mais surtout, ces gens vont essayer de comprendre le film, alors qu'on vient de leur dire « ça n'a aucun sens ». Ce que n'importe quel spectateur fera à la vue du film, vous et moi y compris. Et ça témoigne déjà d'un certain culot, je trouve. Et pour enfoncer le clou, il enchaîne avec un de mes préférés, Wrong. Wrong, c'est l'histoire d'un homme, prénommé Dolph, qui cherche son chien, qui a disparu. Il découvrira qu'il a été sciemment kidnappé par Maître Chang, qui vole les animaux pour les restituer quelques jours plus tard, afin de renforcer le lien entre les animaux et leurs propriétaires. Si la trame est assez simple, voire banale, le film ne l'est pas pour autant. En témoigne son univers singulier et ses situations assez anarchiques. Il part du postulat selon lequel on a accepté de lâcher prise et de partir en virée dans un univers parallèle où à chaque « pourquoi » qui nous passe par la tête, le film nous répond « et pourquoi pas ?» Enfin, il commence quand même en montrant un réveil qui passe de 7h59 à 7h60. Mais c'est pas tout. C'est aussi un univers où, de temps en temps, un type repeint notre voiture avec une peinture visiblement pas adaptée et qui dit « Sir, I took it upon myself to paint your vehicle blue. » Et ça a pas l'air de choquer grand monde. Un univers où il existe un instrument médico-légal qui nous permet de revoir les souvenirs d'une crotte de chien. C'est vrai, réfléchissez-y. En quoi c'est plus insensé ça, plutôt qu'on puisse savoir qui a touché tel objet en inspectant une trace de doigt? Dans l'absolu, c'est pas plus sensé. C'est difficile de parler de ce film parce qu'il met en avant l'absurde de la vie, du quotidien. En témoigne le fait que Dolph, le personnage principal, qui s'appelle Dolph juste pour que tout le monde l'appelle Adolphe, ou pour qu'un personnage fasse « Ah, Dolph !» Ah, Dolph. Amen. Ce qui est déjà assez génial. Qu'est-ce que je disais, moi? Ah oui. En témoigne le fait que Dolph, qui s'est fait licencier il y a des mois, continue de venir travailler, ou plutôt de faire semblant de travailler, dans un bureau où il pleut. C'est juste une bête réflexion sur l'aliénation du travail, mais je trouve ça assez touchant et assez bien vu. Je pense que je vais pas vous en dire beaucoup plus, parce que j'ai déjà l'impression d'en avoir trop dit. Enfin bref, allez le regarder, c'est un de mes préférés. Mais ne le regardez pas n'importe comment. Je pense qu'il faut être dans un certain état d'esprit pour l'apprécier. N'y cherchez pas un sens, laissez-vous juste porter par son histoire et ses situations. Ensuite vient Wrong Cops, qui raconte les déboires de plusieurs flics corrompus, dégueulasses, vulgaires et violents, dans une espèce de Los Angeles apathique. Et c'est celui que j'aime le moins. C'est une comédie. C'est une comédie un peu grasse, voire vulgaire. Enfin non, c'est pas vrai parce qu'on retrouve pas mal d'éléments de son cinéma. Mais bon, j'ai quand même moins aimé parce qu'ici l'absurde, le non-sens et l'irrévérencieux me donnent l'impression d'être une vaste blague qui vise juste à choquer ou à se donner un genre. Alors qu'au final, c'est un peu Pulp Fiction chez Dupieux. Je suis pas du tout en train de dire que Pulp Fiction c'est pas bien, hein. C'est juste que c'est son film qui essaye le moins. Le film de Dupieux, hein, pas celui de Tarantino. Même s'il y a 2-3 trucs qui m'ont touché, comme le fait qu'Eric, qui incarne un flic difforme, vienne présenter un morceau à une maison de disques, accompagné d'un mec mourant qu'on lui a mis sur les bras, et que le producteur pense que c'est une méthode marketing, alors que non. What's the point, guys? What costumes? We're not wearing funny costumes. I'm really a cop, that's my job. This guy is really dying. It's not an ad campaign, we're not trying to be cool or whatever. We are for real. Okay. Well, that's even worse than I thought. Ou que, comme dans Rubber et dans Réalité, la seule vérité, les seules réflexions qui vont de pair avec nos repères à nous, et non ceux de ces univers alambiqués, vient des enfants. Et ça, c'est cool. C'est clairement celui que j'aime le moins, mais ça reste une bonne porte d'entrée dans son cinéma, car peut-être moins prétentieux et moins expérimental que les autres. Bon, je me suis un peu grouillé parce que... il faut parler de Réalité. J'en gardais vraiment un souvenir incroyable, un film vraiment hyper important pour moi, et je l'ai revu pour écrire cette vidéo, et ben... c'était encore mieux que dans mes souvenirs. Rien que voir Dupieux revenir à des caméras professionnelles, c'est ultra jouissif. Le film est magnifique. Mais bon, c'est pas vraiment le sujet. Alors, Réalité, au départ, c'est 2 histoires.
Celle de Jason, qui veut réaliser un film qu'il a écrit et qui, suite à un entretien avec un producteur, doit trouver le meilleur cri de l'histoire du cinéma pour espérer le voir financé. Et celle de Réalité, une petite fille qui découvre une VHS dans la carcasse d'un sanglier mort que son père vient de vider et qui cherche à savoir ce qu'elle contient. D'autres histoires viennent se greffer autour des deux principales, comme celle de l'animateur d'émissions culinaires déguisé en rat, dont Jason est le caméraman, ou celle du proviseur qui se déguise en femme, ou encore celle de Zog et du producteur qui font un film sur Réalité. Ça peut paraître compliqué, mais c'est parce que ça l'est. En fait, on perdra vite pied parce que toutes les histoires qui a priori sont liées de manière concrète, les personnages se croisant assez souvent, commencent à se mêler et se révèlent être des rêves. Les rêves des différents personnages. Bonjour. Bonjour. Je souhaite être interné. Parce que je suis en train de perdre les pédales. Jason rêve du présentateur, Réalité est dans les rêves du proviseur lorsqu'il se déguise en femme, mais en fait c'est aussi la réalité, le présentateur rêve de Jason. C'est confus? Parfait. Je vais enfin pouvoir commencer à m'expliquer. Si jamais vous regardez un de ces films, n'essayez pas de le comprendre. Ce serait la plus grosse erreur que vous pourriez faire. Parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, ou ce que certaines critiques aiment à penser, ce ne sont pas des films qui nous poussent à trouver des réponses. Ce sont des films qui nous poussent à nous poser des questions. Et vouloir les comprendre, c'est déjà passer à côté du film. Et c'est peut-être mon côté bobo philosophe de bas étage qui me fait dire ça, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un parallèle avec la vie. À trop vouloir expliquer, on passe à côté de ce qui est important. We need to talk. I think we're the same person. Alors oui, il y a bien des messages ou un point de vue sur le cinéma, et même sur l'existence dans cette filmographie, mais c'est surtout un point de vue sur l'absurdité de nos vies. Et c'est pas un point de vue négatif du tout. Parce que paradoxalement, il y a une grande bienveillance dans ces films. Et cette bienveillance est d'autant plus flagrante qu'il s'adresse très régulièrement à nous. Indirectement, comme dans Non-Film, où quelques indices nous laissent croire que la caméra qui filme ce qu'on voit est peut-être intradiégétique, et que par extension, nous créons le film à partir du moment où on le regarde, ou directement, comme dans Rubber, où ce type nous parle d'absurde et où on juge les spectateurs, et donc par conséquent, nous-mêmes. C'est aussi le cas dans Réalité, où il y a tellement de strates de rêves et tellement de couches de personnages et d'interprétations que je suis sûr que si Dupieux avait pu mettre des plans de nous, assis dans notre canapé, en train de regarder son film, il l'aurait fait. Je peux comprendre qu'on ressente une certaine frustration en regardant son travail, parce qu'il donne tellement de mal à ce qu'on comprenne presque quelque chose, que naturellement, on va rentrer dans une démarche de spectateur actif. Et que systématiquement, on attend une dernière clé de compréhension pour tout piger, mais il faut bien se rentrer dans le crâne qu'il ne la donnera jamais. D'autant plus qu'il arrive très bien à nous mettre dans une situation inconfortable. Les éléments perturbateurs arrivent systématiquement très tôt dans le film. Du coup, on n'a pas de référence de situation non perturbée. Et très souvent, les personnages principaux nous donnent l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche à chaque coin de rue, en réagissant comme des êtres humains normaux. Du coup, on ne peut jamais savoir si c'est l'élément perturbateur, la disparition du chien, le réveil du pneu, l'apparition de la cassette, qui rend le monde irrationnel, ou si c'est juste l'univers tout entier qu'il est. Et ces fausses pistes, qui peuvent s'avérer frustrantes, sont toutes justifiées dans Réalité, où après 1h30 de flou cosmique, où on se demande ce qui est vrai et ce qui est important, il nous sort cette phrase de clôture qui justifie à elle seule tout son cinéma. What's happening? I'm confused. It is indeed an eczema attack, but on the inside of your head. Ça te démange, hein? Tu veux comprendre, hein? Ben, tu pourras pas. Et il faut pas. On s'en fout. Vous vous dites peut-être que c'est paradoxal ce que je dis parce que j'arrête pas de justifier et d'expliquer plein de choses, mais ça l'est pas. Parce qu'ici, ce sont des éléments qui sortent du cadre du film. Ce sont juste des éléments sur lesquels le film m'a fait réfléchir. Des éléments qui sortent de l'intrigue et qui sont simplement des thèmes qui m'ont parlé dans sa filmographie entière. Et puis, le cinéma de Dupieux est plein de paradoxes. C'est lui qui nous pousse à réfléchir et à comprendre le film, pour finalement nous dire de laisser tomber. Parce que c'est que du cinéma, oui. Mais il y en a un autre. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit sur Steak? Que les ressemblances avec Orange Mécanique sont trop grosses à mon goût? Ben ça, c'est l'autre gros paradoxe. Kubrick mes couilles. Une espèce d'admiration coupable de ses aînés. Dès que je reconnais des tics liés au cinéma, ça m'énerve. Et j'ai toujours envie de créer des choses. Même si je sais que je reproduis des effets qui existent déjà, évidemment. Au moins, j'ai l'impression de les inventer. Et je suis pas conscient d'être en train d'utiliser ces codes. Mais il ne fait pas que citer Kubrick. Il construit, ou plutôt déconstruit ses intrigues, comme Lynch, pour les désamorcer comme Hitchcock. Hitchcock avait lui aussi fini son dernier film avec un regard qui révélait la caméra, pour rappeler que ce n'est que du cinéma.
Et puis il cite de manière assez évidente Duel de Spielberg dans Rubber. Et peut-être que vous serez pas d'accord que je le mette sur un pied d'égalité avec les réalisateurs précédemment cités, mais pour moi, il le ressemble beaucoup. Il a cette même volonté d'essayer des choses, d'explorer. Et je dois dire que je sais pas rester insensible à quelqu'un qui a prouvé en 3 films que tu peux faire du vrai cinéma, en tout cas, moi je le considère comme tel, avec 3 fois rien. J'espère que ça poussera plein de réalisateurs fauchés à s'y essayer. En tout cas, je sais que sa rencontre avec Eric les a marqués tous les deux, parce que depuis, ce dernier a joué dans beaucoup de ses films, et on sent énormément son influence sur le travail d'Eric par la suite. Que ça soit avec Platane, qui est une série hilarante, et qui joue aussi avec différents degrés de réalité, Eric et Ramsey jouant respectivement leur propre rôle. Ou avec La Tour de Contrôle Infernale, que je conseille pas à tout le monde, mais dont l'humour absurde et régressif marche très bien sur moi. Et puis, mine de rien, Eric, il sait filmer. Je suis très curieux de ce que va faire Dupieux par la suite, parce que Réalité est clairement une conclusion, plutôt magistrale d'ailleurs, de ce qu'il a fait jusqu'ici. En tout cas, j'espère que ce sera aussi stimulant et passionnant que le reste, et j'accueillerai son prochain film à bras ouverts. Ben voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu, en tout cas moi ça a été un plaisir de vous en parler, même si ça a été très compliqué. Merci d'avoir regardé, et surtout n'oubliez pas, si jamais vous regardez un de ces films... It is indeed an eczema attack, but on the inside of your head. Je trouve vraiment, là en le voyant là, à Cannes avec le ciel bleu et la mer, je trouve qu'il a vraiment l'envergure d'une star. Enfin, je pense que si on mettait Guillaume Canet à côté, le pneu l'emporterait sur le charisme. Tu vas le garder ça, j'espère.